Maintenant, si je vais passer la parole à notre deuxième intervenant, donc Yvan Sache, professeur de pathologie végétale et épidémiologie à AgroParisTech. Donc Yvan, je vous rappelle, comme pour Michel, que votre exposé est de 25 minutes. On vous écoute. Voilà, bonjour à tous. Alors je vais arriver à mettre ça comme je veux. Là, donc je pense que vous me voyez en plein écran, enfin vous voyez l'exposé, vous m'entendez. Donc merci beaucoup. D'abord un grand merci à la SNHF, à Yvette Daté, à Michel Grésil et à Marion Duplessier pour son accueil très agréable et souriant pour m'avoir invité. Certains d'entre vous m'ont déjà subi en novembre pour l'épisode précédent. Je vais devenir un peu invité permanent de la SNHF, mais c'est une communauté que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai la même chose que la dernière fois. J'ai vu qu'il y a maintenant 250 auditeurs et dedans il y a des noms que je connais, il y a des collègues, des anciens collègues, et puis beaucoup de noms que je connais pas. Donc c'est très très bien d'avoir une audience aussi vaste. Donc Michel Javois m'a fait une très très bonne introduction, en fait, plus que ça. Donc je souscris notamment à tout ce qu'il dit par rapport au changement de paradigme, passer de la destruction, de la protection des plantes violentes à la gestion. Donc moi, la commande qui m'a été faite, c'est d'évoquer tout ce qu'on peut dire sur enfin pas tout, mais par rapport à cette question de mondialisation, des échanges, de changement climatique, comment ça se traduit par rapport aux plantes, et puis surtout à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc aux parasites et aux ravageurs qui les agressent en permanence. Donc c'est ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Donc le programme, on va essayer de faire un peu comme si on était au cinéma, au théâtre, conserver un peu ce qui nous reste. Donc d'abord, la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'il y en a toujours plus de parasites et de ravageurs? C'est un peu une impression qu'on a. Donc ensuite, le deuxième acte, c'est la mondialisation. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus et comment on peut la lier à ces nombres de parasites et de ravageurs? Le changement climatique arrivera en troisième partie. C'est la troisième partie de dire, quand on rajoute ce contexte de changement climatique dans lequel on est immergé maintenant, qu'on ne peut plus nier, comment ça interagit avec cette mondialisation. Et puis il faudra bien conclure, parce qu'après, une fois que je vous aurai raconté toutes ces choses assez doctes, vous pourrez me dire, oui, et alors maintenant on fait quoi par rapport à ça? Donc toujours plus de parasites et de ravageurs. Alors, ouais. Oh, c'est pas ma tête. Donc toujours plus de parasites et de ravageurs. Donc c'est pas nouveau en fait, il faut bien se mettre ça dans la tête, donc rien de nouveau, alors sous le soleil ou sous la neige. Quand j'ai préparé ça, je savais pas quel serait le climat, donc aujourd'hui ici on est sous le soleil. Donc ce qui a fait en fait l'émergence de la discipline de la protection des plantes, on va rester dans la perspective européenne, ce sont les grandes invasions de la deuxième partie du 19e siècle, donc 1845, ça a été l'année terrible, où est arrivé l'oïdium de la vigne sur le vignoble français et le milieu de la pomme de terre, que Michel a déjà évoqué, sur les champs de pommes de terre en Irlande. Donc ça s'est traduit par si le soufre n'était pas apparu comme produit miracle, on n'aurait peut-être plus de vignes. Et puis pour la pomme de terre, ça s'est traduit par 1 million de morts et autant d'émigrants. On n'en a pas fini, puisqu'une quinzaine d'années plus tard est arrivé le phylloxéra de la vigne. Donc là aussi, pratiquement toutes les vignes ont disparu, ont été remplacées grâce aux porte-greffes résistants américains. Et on n'en avait pas fini, puisqu'une quinzaine d'années après est arrivé le troisième grand ennemi de la vigne, donc le mildiou. Là aussi, le produit miracle qui a sauvé le vignoble, c'est cette fameuse bouillie bordelaise qu'on a évoquée il n'y a pas longtemps. Et puis, on a encore eu quelques années après le black rot de la vigne, qui à l'époque a aussi fait beaucoup de dégâts. Donc moi, c'est ce que j'appelle les grandes invasions, ce qui font qu'on peut penser que depuis qu'on est capable de les enregistrer, ça a toujours existé et qu'il y en aura toujours. Donc là, en fait, et très vite, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est que ces invasions. Donc il y a deux visionnaires là, que je vais évoquer. C'est parmi les plus anciens professeurs de pathologie végétale. Donc c'est mes ancêtres. Donc au Danemark, on a Emil Rostrup qui, lors d'un congrès à La Haye en 1891, se fait l'avocat des mesures pour limiter l'importation de plantes vivantes et de semences depuis les zones infestées. Et puis vous avez son collègue suédois Ericsson qui, lui, vous dit que, c'est une traduction française, que même à l'époque, en 1913 déjà, il y avait cette perspective que des maladies parasitaires arrivaient tout le temps et qu'elles gagnaient souvent de l'extension dans tous les pays du monde. Ce sont les deux grands avocats des mesures de quarantaine qui ont été les premiers à dire il faut faire quelque chose par rapport à ça. À l'époque, c'était pas gagné. Il y avait déjà cette opposition entre les pays du Sud et les pays du Nord. Les pays méditerranéens disant on peut pas tout contrôler, on peut pas faire de quarantaine
Mare Nostrum, tout circule, et les pays scandinaves, les Anglais, les Néerlandais beaucoup plus stricts, qui ont réussi à imposer ces premières conventions et ces mesures de quarantaine qui sont appliquées depuis. Donc c'est pas une perspective nouvelle. Alors on a d'autres visionnaires là en France, donc la Société de pathologie végétale de France, donc l'ancêtre de la Société française de phytopathologie, a été créée en mai 1914 par des gens importants de l'époque. Donc Louis Mangin qui était botaniste, Pierre Viala, donc c'est le sauveur de la vigne. C'est lui qui a ramené ces fameux porte-greffes résistants. Philippe de Villemorin, c'est pas la communauté de la SNHF que je vais apprendre qui c'est. Donc c'était l'homme des iris, et aussi représentant de la grande dynastie Villemorin, et Eugène Tisserand, dont j'ai pas trouvé d'image, qui a été le refondateur de l'Institut national agronomique et son directeur dans les années 1900. Et ce que disent ces gens, là, ça vaut la peine de le regarder de près, c'est que la multiplicité et la rapidité des échanges concernant les produits végétaux ont eu pour conséquence de disperser les ennemis des plantes à de grandes distances de leur lieu d'origine. On y est. Le deuxième paragraphe est intéressant aussi par rapport à une question qui a été posée. Déjà à l'époque, on s'inquiétait de la monoculture, des grandes parcelles, même si ça s'est accentué beaucoup depuis. Donc les scientifiques avaient déjà voyaient déjà le problème que posaient les parasites, et on peut mettre les insectes avec, puisque les disciplines étaient pas séparées comme maintenant, et l'homogénéité génétique et les choses que ça allait provoquer. Et la dernière phase, il est urgent d'organiser méthodiquement la défense agricole. Donc c'est à cette époque qu'a commencé la mise en place des systèmes de défense agricole. Alors, évidemment, il y a eu après, en septembre 1914, les choses ont un peu mal tourné, donc on peut imaginer ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu notre grande guerre civile. Peut-être que les mesures de protection auraient été mises en place beaucoup plus tôt et que notre discipline aurait évolué beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, on fait le grand saut dans le temps. Hein. Au XXIe siècle, ben, on n'en a pas fini. Donc là, la figure, elle est fouillie, parce que j'ai essayé de reprendre les quelques grandes invasions qu'on a eues depuis le début du XXIe siècle. Donc on a eu la mineuse du marronnier, que vous connaissez bien, la mosaïque virale de Pépinot en 2000. En 2001, on a l'apparition du papillon argentin qui dévaste les palmiers. En 2006, la pyrale du buis, pardon, le charançon rouge du palmier, bien connu. Puis le sinistre du châtaignier. Alors 2008, ça a été l'année terrible où on a répertorié la pyrale du buis, donc là aussi, vous savez ce que ça fait à la fois sur les espaces jardinés et sur les espaces naturels. La mineuse sud-américaine de la tomate, donc c'est Tuta absoluta pour les connaisseurs, et la calarose du frêne, dont on connaît aussi les ravages sur les forêts. En 2010, on voit arriver le moucheron asiatique, c'est la Drosophila suzuki, la bactériose du kiwi. On a un petit répit, mais j'en ai sans doute oublié. Et en 2015, on a la bactérie tueuse d'olivier, donc qui en 2015 en France ne tue pas des oliviers, se contente de tuer des polygales, jusqu'à ce qu'en 2019, on repère les premiers oliviers malades à Antibes et à Menton. Et puis, dernière arrivée, il a fait parler de lui il y a à peu près un an, au moment où on commençait à parler d'un autre virus, donc le virus alors des fruits bruns et rugueux de la tomate, qui a fait une incursion dans le Finistère, dont on a un peu parlé. Donc ça n'arrête pas en fait. Hein. Je veux dire, c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est pas un phénomène qui s'arrête. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y en a toujours plus? Donc là, on a quelques suivis très précis à partir de recensements. Donc j'ai pris par exemple le travail qu'a coordonné Alain Roch sur les insectes phytophages en Europe. Donc là, vous avez au cours du temps, c'est par quart de siècle. Donc chaque boîte, ça correspond à 2 espèces. Et là, c'est le rythme de nouvelles découvertes par an. Donc, entre les 2 premiers quarts du XXe siècle, chaque année, on a identifié de nouvelles espèces d'insectes phytophages qui venaient d'ailleurs. Et puis, le 3e quart de siècle, ça s'intensifie, c'est 4. On double le rythme. Et puis, quand on arrive à la fin du XXe siècle, là, on arrive à 2, 4, 6, 8. Et puis, pour la période 2000-2010, même pas, là, c'est encore intensifié. On est pratiquement à 12 nouveaux signalements par an. Donc, on a bien l'impression que la fréquence des invasions augmente significativement. On a la même chose quand on regarde ce qui se passe. Donc là, c'est un travail qui a été fait en Espagne sur les virus dans les serres maraîchères, donc dans le sud-est de l'Espagne, l'Andalousie, la région de Murcia. Donc là, en une trentaine d'années, on a pratiquement 3 nouveaux virus qui apparaissent chaque année. Donc effectivement, alors on peut dire oui, mais c'est parce qu'on a des capacités de détection supérieures, la surveillance a augmenté, mais ça ne suffit sans doute pas à expliquer cette accélération du rythme d'apparition d'organismes qu'on n'aurait pas envie de voir chez nous. Alors évidemment, le coupable auquel on pense, c'est la mondialisation, c'est l'augmentation du transport, du commerce, des migrations forcées ou pas, on dit tout bouge, donc les parasites bougent aussi. Il y a une corrélation. Alors, est-ce qu'on peut la montrer ou pas? Non, pendant longtemps, ça n'a pas été facile. Vous prenez l'exemple de la cercosporiose noire du bananier, donc c'est un parasite qui fait de gros dégâts sur le bananier. Donc, on a les signalements
Mais pendant longtemps, on n'arrivait pas à relier les bulles. Donc là, on sait que l'origine du bananier, c'est plutôt la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on peut penser que la maladie, elle a aussi émergé ici, dans le grand sud-est asiatique. Et puis on l'observe aux îles Fidji en 1963, au Honduras en 1972 et au Gabon en 1978 et après LSM. Donc pendant longtemps, quand on cherchait à savoir comment ça s'était passé, comment s'était fait ce transfert, mondialisation ou pas, on ne savait pas trop. Est-ce que c'était le vent? Est-ce que c'était le transport humain? On en était vraiment, on restait dans la conjecture parce qu'on n'avait pas de moyens d'investigation. Alors tout a changé depuis une vingtaine d'années, 15-20 ans, donc avec les apports de la génétique des populations. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais la génétique des populations permet d'avoir plus de certitude par rapport à l'histoire. Donc on récupère des isolats du parasite, on leur fait subir des tas de traitements, biologie moléculaire, on les séquence, on regarde les gènes, et on arrive à faire leur carte d'identité génétique. Et ensuite, on utilise des modèles assez compliqués, il y a beaucoup de sciences derrière, pour établir en quelque sorte des liens de parenté. Donc ça fait ce genre d'arbre qu'on ne va pas détailler. La chose qu'il faut regarder, c'est les couleurs. Donc là, vous avez par exemple un gros paquet rose d'Amérique centrale, d'isolats d'Amérique centrale, mais ils ne sont pas tous dans les mêmes branches. Et puis vous avez un gros paquet d'isolats africains, là ils sont très proches les uns des autres, et on a l'impression qu'ils suivent un peu en collier de perles. La Chine méridionale, l'Océanie, donc à partir de ce genre d'arbres, sur lesquels on fait aussi des traitements statistiques, on a pu reconstituer, dans les travaux de Catherine Abadi et de ses collègues à Montpellier, la cinétique de l'invasion. Donc ça vient bien ça a bien commencé dans les îles Fidji, là on a identifié pour la première fois l'Océanie. Et puis en fait le schéma est différent. Donc pour l'Afrique, quand on a cette structure, ça indique qu'il y a eu une seule introduction en fait, et qu'après ça a procédé par petits sauts. Donc introduction humaine, pas humaine, on ne sait pas trop. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la première détection, je vous ai dit, c'était au Gabon. Et le modèle, il est suffisamment précis pour indiquer qu'en fait, l'isolat qui apparaît le plus ancien, ça serait plutôt en Ouganda, donc de l'autre côté. Donc, l'hypothèse traditionnelle, c'était la maladie et la partie du Gabon et la SME des deux côtés de l'Afrique, alors que là, la génétique dirait la maladie a plutôt commencé par l'Ouganda et serait arrivé au Gabon après. Donc là, il y a un travail qui continue à être fait pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pour l'Amérique centrale, c'est beaucoup plus clair. Donc là, on a des gros paquets, donc ça veut dire que c'est très diversifié. Ils ne sont pas tous sur la même branche. Donc c'est pas le même qui arrivait partout. Et là, on a la source. On sait qu'en 1972, au Honduras, à des fins de recherche, on a établi une pépinière de bananiers. Et pour ça, on a importé des bananiers, des souches, malheureusement porteuses de la maladie, sans l'avoir vu, qui venaient de Malaisie, des Philippines. C'est cette partie de la Chine méridionale. On voit que c'est la partie qui est la plus proche de l'arbre. Donc là, il y a eu des introductions multiples, en fait. Donc en plus, on a tout mal fait. Involontairement, on a introduit une population très diversifiée qui s'est ensuite rediversifiée, et l'histoire continue. Donc là, le travail est en cours pour essayer de comprendre comment ça envahit toutes les Antilles pour finir à arriver à la Martinique, où actuellement, c'est un gros problème. Donc là, on a une histoire qui est beaucoup mieux reconstituée. Alors, le problème, c'est que la génétique des populations ne nous dit pas forcément le mécanisme. On ne va pas jusqu'à l'investigation policière de savoir qui a fait quoi, qui est coupable. Et que nos parasites, ils volent très facilement. Donc, Dust in the Wind, vous connaissez tous cette chanson. Là, vous avez des spores de champignons. On mettrait des petits insectes, ça serait pareil. Ils sont tout petits, ils sont ronds, ils sont allongés. Donc là, vous avez la rouille du caféier, vous avez la rouille de la canne à sucre. Donc, ils peuvent très bien voler tout seuls, donc ils se mondialisent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de transport humain. Donc faire la part de ce qui est transport humain et de ce qui est transport naturel, c'est pas facile. Transport humain, on peut lutter contre. Transport naturel, un peu moins. On ne peut pas arrêter le vent, on ne peut pas empêcher les spores de voler. Donc là, vous avez un exemple, on pense, et c'est très ancien, donc là, la figure, le design est un peu ancien, mais je la garde exprès, c'est quelque chose que j'ai fait dans mes tout premiers cours il y a très longtemps. Ça a été la première démonstration d'un transfert atmosphérique de spores, où là, on a une forte certitude. Donc pour la rouille de la canne à sucre, elle a traversé l'océan à partir d'une épidémie catastrophique qui avait lieu au Cameroun. Donc dans ce cas-là, une solution pour lutter contre ce genre d'épidémie, c'est de tout brûler. La canne à sucre va repousser après, sauf qu'en faisant ça, on crée des ascendances, les spores partent dans l'air, et là, vous avez le suivi, mes jours, la 4, 5, 6, 7, c'est des jours. Vous avez un cyclone qui a traversé l'Atlantique, qui est retombé en République dominicaine le 13 juin. Un mois et demi plus tard, on a détecté pour la première fois la rouille de la canne à sucre. Ça a été la première incursion réussie sur le continent américain. Et après, ça s'est transporté à Cuba, et puis
sur les deux continents nord et sud américains. Donc évidemment, on n'a pas de piégeage de spores au jour donné dans les masses d'air, on ne les aura jamais, mais c'est sans doute très plausible. Et les autres hypothèses, transport de matériel infecté, absence de détection locale, ça ne tient pas la route. Donc cette étude montre que là, on a quelque chose contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Alors les plantes voyagent aussi. Donc là, vous pouvez vous amuser à essayer de retrouver c'est très contre-intuitif, pardon, le centre d'origine de toutes nos plantes coloniales. Donc on pense tous, enfin peut-être vous un peu moins parce que vous êtes un peu plus quand même dans les plantes, mais on pense tous au café de Colombie, aux bananes de Honduras, à la vanille de Madagascar, et en fait c'est pas ça, ils viennent tous d'ailleurs, et les plantes ont été transportées. Donc beaucoup, donc j'ai déjà évoqué la canne à sucre et le bananier. Donc, petite parenthèse aussi, ces plantes ont été domestiquées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc cette région qu'on présente souvent comme peuplée par des sauvages qui sont encore à l'âge de pierre, avec des os dans le nez qui sont cannibales, qui ne connaissent pas la roue, peut-être, mais il y a quelques millénaires, c'est eux qui ont domestiqué quand même deux plantes de grande importance pour nous, le bananier et la canne à sucre. Et donc toutes ces plantes ont voyagé avant même les grandes découvertes, et donc là, un bon exemple, c'est le caféier. Donc là c'est un travail qu'avaient fait des étudiants de deuxième année d'agroparité. Ce sera encore mieux que ça soit eux qui le présentent. Donc, montrer la complexité du déplacement. Donc, en fait, ce qui a fait le grand transfert de la rouille du caféier, qui est sans doute d'origine africaine, ça a été l'invention de la caisse de Ward. Donc, c'est cette mini-serre ou ce terrarium qui a permis de transporter des plantes vivantes sur les bateaux à de grandes distances. Donc, on a transporté, dans l'Empire britannique, on a transporté des plantes caféiers un peu partout, et notamment à Ceylan, on en a introduit, donc on en a réintroduit, et c'est sans doute de cette façon qu'on a introduit la rouille du caféier à Ceylan. En 3 ans, la culture du caféier a disparu de Ceylan. C'est Sri Lanka maintenant. Hein. Et donc les Anglais se sont mis à boire du thé, c'est authentique. Et donc quand on est colon, qu'est-ce qu'on fait qu'une fois que la culture disparaît là où on est, bon, on va essayer de s'implanter ailleurs. Donc les colons britanniques sont partis ailleurs en retransportant encore des plantes dans ces fameuses caisses de Ward, et ils ont emmené en Afrique du Sud jusqu'au Natal, au Fidji, à Bornéo, ils ont contribué à disperser la rouille du caféier. Ensuite, la deuxième étape, donc on a introduit les robustas qui sont résistants, mais on a continué à cultiver l'arabica qui est sensible parce que c'est celui qui produit le café de meilleure qualité. À partir des années 50, il y a eu une intensification de la culture du caféier dans toute l'Afrique, pas encore post-coloniale. Donc là aussi, on a transporté la rouille dans toute l'Afrique, pratiquement jusqu'à la Guinée, par transfert sans doute de plants malades. Et le grand drame est arrivé en 1970, quand c'est arrivé au Brésil, donc c'est dans la région de Recife. La rouille du caféier est apparue au Brésil, donc l'industrie du café était déjà assez mal en point par épuisement des terres, et donc ça a créé cette catastrophe. Alors là, on ne sait pas. Une hypothèse très plausible, c'est le transfert depuis l'Afrique, alors depuis la Guinée ou depuis l'Angola, où il y avait de grandes épidémies. Et puis d'un autre côté, vous avez les théories au Brésil, où les Brésiliens sont un peu remontés contre les Américains. À l'époque, ça ne se passait pas très bien entre les Américains et les pays sud-américains. Donc il y a de fortes accusations d'action de la CIA, ça paraît quand même assez peu plausible. Et puis ensuite, la rouille, on n'a pas pu l'éradiquer, et elle est passée, là sans doute par transport atmosphérique, en Colombie, puis en Amérique centrale, où elle pose des problèmes dramatiques depuis 20 ans, où elle cause vraiment des grandes crises socio-économiques dans les malheureux petits États centra-américains. Donc là, on a tout qui se mélange. En fait, on promène les plantes, les parasites se promènent, les parasites volent, on ne sait plus trop quoi en faire. Alors le changement climatique, il arrive après, donc il est un peu bon dos, on l'accuse un peu de tout. C'est difficile d'avoir des preuves. Pas de l'existence du changement climatique, bien sûr, mais de dire c'est grâce au changement climatique que les insectes déplacent leurs aires de répartition, que les parasites se développent. Alors la première qui a été donnée, c'était en Finlande, donc le milieu de la pomme de terre. En 25 ans, le nombre de traitements fongicides à l'hectare, il est passé d'1,5 ou 0 dans certaines régions jusqu'à 4. C'est peu par rapport à nous, mais c'est vraiment beaucoup. Alors l'explication, elle est sur le graphique de droite, où vous voyez l'évolution de la précocité des épidémies au cours du temps, sur à peu près la même période. Donc on a des observations de champs, de parcelles, et on voit qu'en pendant cette période, on a la précocité des épidémies, donc c'est le nombre de jours après, après plantation des pommes de terre auxquelles on observe les premiers symptômes. En 1990, c'était 80. On arrive en 2002 où c'est moins de 40. Donc là, on a 5 semaines de précocité raccourcie. Donc ça va permettre aux parasites de faire plus de cycles, d'avoir une épidémie plus longue et donc de faire plus de dégâts. En plus, la température augmente, il gèle moins, donc il va rester sous forme de spore de survie, il va rester dans le sol, il va pouvoir réattaquer les plantations l'année suivante. Facteur confondant, que je n'ai pas mis sur la diapo, pendant ces mêmes années, on a eu l'idée agronomiquement pas très bonne de passer à des systèmes simplifiés et de préconiser la monoculture.
Donc on se retrouve avec pomme de terre sur pomme de terre, donc le parasite, s'il est là, et si en plus il hiverne, il est de plus en plus problématique. Donc résultat, sur cette même période, le volume de vente de produits phytosanitaires dédiés à la lutte contre la pomme de terre en Finlande a été multiplié par 4. Alors, on va revenir un peu aux insectes quand même. Le problème des modèles de prévision climatique, c'est que des fois, l'insecte, il n'arrive pas, on l'attend. Donc là, le doryphore que vous connaissez bien, donc qui est en Europe depuis 1920, pendant longtemps, il est resté plutôt dans l'Europe du Sud, l'Europe centrale. Apparemment, il avait froid. Et puis avec le réchauffement climatique, il est remonté vers la Scandinavie. Donc il y a à peu près 30 ans, les premiers modèles ont été faits. Donc c'est des modèles d'enveloppe, de niche. Donc on prend les conditions climatiques qui favorisent le développement de l'insecte dans son aire d'origine et on les projette sur les nouvelles aires pour voir s'il va trouver les mêmes ou pas, pour faire simple. C'est beaucoup plus élaboré que ça. Donc avec ce modèle, le doryphore, il aime plutôt les climats chauds, donc il était vraiment prévu qu'il allait envahir la Chine, mais plutôt la Chine de l'Ouest et du Sud, l'Indochine, les Philippines, le Japon, et qu'il n'allait pas pouvoir se développer au Kazakhstan, en Turquie, dans les endroits où les hivers sont trop froids. 30 ans après, c'est pas de chance, même pas mal, mes excuses à la coccinelle de Gottlieb, le parasite, il n'est pas où on l'attendait, il n'est pas du tout, il est même là où on l'attendait pas, il est au Kazakhstan, parce qu'en fait, différence avec les champignons, il y a une adaptation comportementale. Donc le doryphore, c'est plus le doryphore mexicain. Il a déjà passé du temps en Europe, il a changé son mode de vie. Bon, je ne suis pas entomologiste, mais globalement, il a augmenté ses diaposes, il s'enterre l'hiver pour passer l'hiver sans geler, il sort plutôt au printemps, et donc ça explique qu'il arrive à s'adapter. Maintenant, il est plus du tout adapté au climat chaud, il est plutôt adapté au climat froid. Et la grande flèche sur la diapo, là, c'est la flèche inquiétante par rapport à la Chine. Donc là, c'est un couloir climatique où il y a du vent, où il fait froid, qui pourrait faire entrer le doryphore en Chine, alors qu'on l'attendait plutôt en Inde, en Himalaya. Pour l'instant, il n'est pas là. Donc le changement climatique, on se méfie, on fait attention au modèle. Donc le rideau, là, ouais, et alors, comme disait un fameux personnage de la télé il y a bien longtemps, là, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tout ça? Je vous ai dit que les parasites, les champignons, les insectes volaient de plus en plus loin, il y en a partout. Donc en fait, on sort du Ludwig-Boulgar, c'est un peu tout mélangé. Donc les parasites et les ravageurs sont trop bien armés. C'est un peu la même chose que ce qu'a dit Michel Javois. Donc ils se multiplient rapidement, très abondamment, beaucoup plus vite que nous, beaucoup plus vite que les sélectionneurs. Ils sont adaptés à des environnements très variés. Partout, il y a la plante haute, on va finir par en trouver. Et ils se dispersent très efficacement. En plus, on les aide des fois. Donc ils ont une plasticité, un potentiel adaptatif très élevé. On a vu ça avec le doryphore. Et Michel l'a très bien dit, ils peuvent réagir aux pressions de sélection que sont les fongicides et les variétés résistantes. Le doryphore mexicain aussi, il est peu résistant aux pesticides. En Europe, il l'est devenu. Donc ça complique la vie. Et puis, ils sont de plus en plus nombreux, divers, nuisibles. Donc le concept des maladies émergentes, ça s'applique aussi à nos parasites. Donc pour sortir de ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment accroître la preparedness. On n'a pas de mot en français. Donc se préparer à ce qu'on n'attend pas. Il manque une négation, toutes mes excuses, voir ce qu'on ne connaît pas encore. Donc il y a beaucoup de recherches à faire encore en biologie, en modélisation. On a vu que les modèles sont imparfaits. Biologie des organismes, on a encore des trous noirs dans notre connaissance. Et puis toute cette augmentation, donc là aussi, ça a été évoqué, les capacités de détection et de surveillance. Donc là, il y a la progression ces 20 dernières années a vraiment été admirable. Donc tout ce que fait l'OEPP, donc pas seulement établir des listes de quarantaine qui sont extrêmement importantes, mais toute la documentation qui est disponible sur leur site web, où 80 000 organismes décrits avec des fiches, la création de la plateforme d'épidémiologie en santé végétale, donc là, ça a pris un peu de temps, mais maintenant c'est très opérationnel. On va bientôt être au niveau de ce qui se fait en médecine vétérinaire et humaine. Le BSV, je ne vais pas y revenir, mais effectivement, c'est catastrophique que le BSV-GV se fasse brimer, les bulletins de santé des végétaux, tout ce qui est fait en détection à l'ANSES. En plus, je vous présente apparemment le nouveau logo de l'ANSES, ça a changé. Il est beaucoup plus joli que celui d'AgroParisTech. Tout ce qui relève de l'éducation et de la formation, de la mise à disposition de supports. Donc là, je cite le portail EFITIA de l'INRA, mais c'est pas que l'INRA, où là aussi, on a toute une information qui était pratiquement pas disponible il y a une dizaine d'années, le guide de protection phytosanitaire de l'ACTA, maintenant qui est devenu une bible, où il y a beaucoup de choses, et puis les bonnes pratiques, les gestes barrières, donc ça c'est nous, c'est vous, c'est moi, donc c'est trop risqué, on ne promène pas des ravageurs, des plantes, donc qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, et les professionnels l'ont fait. Il y a pas mal d'introductions d'espèces qui sont des scientifiques qui n'ont pas pris suffisamment de précautions. Donc s'il vous plaît, ne transportez pas des plantes sans autorisation, ne ramenez pas des orchidées du Népal, d'abord c'est pas terrible pour la biodiversité, ou alors achetez-les dans des bouteilles certifiées, etc. Parce que sinon, on a, donc pour finir, on a quand même le prochain qui est pas loin.
Hein, le petit scarabée japonais, Populia japonica, il est tout mignon, il est tout joli. Il est en Italie, il est en Suisse, il mange beaucoup. Il mange tous les végétaux, donc il faudrait surtout pas. Il faudrait tout faire pour qu'il entre pas chez nous. Parce qu'après, une fois qu'il est là, l'éradication, c'est pas très facile. Donc voilà, j'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions, sachant que je ne sais pas tout sur tous les sujets que j'ai traités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvan, de cette pièce de théâtre, de ton humour. Enfin, bon, alors maintenant, je ne vois pas de questions qui apparaissent, ou alors c'est moi qui ai un souci de... Je ne sais pas. Donc j'en appelle à nos auditeurs hein, pour poser des questions à Yvan. C'était une pièce magnifique, mais encore, vous avez sûrement quand même des questions. Ah, première question qui arrive. Aïe. C'est la pire en Ah ben général. non, il dit pas de questions. Merci. Ah, merci. Bravo. Bon ben bravo, super. Bon J'ai d'accord. j'ai- Je commente en direct ce qui arrive. je suis désolé d'avoir épuisé l'auditoire. Non, tu l'as pas épuisé, mais C'était voilà. pas mon but. C'était vraiment une vraie pièce et voilà. Ah, que pensez-vous des plantes voisines? Je ne comprends pas des plantes voisines, c'est-à-dire. Oui, alors là, je ne sais pas. Il faudrait que je Oh, demande à Georges Chevaux de préciser sa oui, question. parce que je vois Un plein de choses. spectateur anonyme demande comment développer l'éducation selon vous. Alors, comment développer l'éducation selon vous? En faisant ce qu'on fait en ce moment déjà et en partageant tout ce que vous savez. Alors, je ne sais pas qui pose la question, mais la question a été Ah, je posée n'avais pas avant pris. par Oui, rapport. Non, non, mais spectateur anonyme. je ne sais pas quelle est sa corporation. A été posée par rapport au savoir profane, à toutes ces choses-là. Donc, il faut arriver à faire connaître tout ce qui est fait. Donc là, la SNHF, les sociétés savantes, on a vu ce que pensait la Société française de pathologie végétale en 1900, de dire il faut organiser tout ça. Donc, maintenant, on a des variétés de supports, on a des variétés d'événements. En ce moment, évidemment, c'est un peu difficile, qui font que tout doit être fait. Bon, l'enseignement agricole aussi a beaucoup évolué, et ça c'est très précieux, notamment par rapport aux questions d'agroécologie, tout ça. Ça s'ouvre énormément. Et puis faire le lien, ça c'est plus difficile, c'est peut-être ce qu'on essaie de faire en ce moment. Donc pendant longtemps, il y avait l'enseignement agricole, puis il y avait l'enseignement agronomique supérieur, dont je suis censé être le représentant supérieur, et en fait, on fait le même métier. Hein. Donc c'est un peu la même chose. Donc vraiment arriver à faire que tout le monde soit impliqué, pas seulement l'OEPP, pas seulement les agents des douanes. Catherine Camara ouvra. Quelle influence de la modification des écosystèmes, déforestation, etc. Alors là, je ne sais pas si on le sait directement, parce que malheureusement, pendant longtemps, on s'est vraiment concentré sur les espaces agricoles, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les forêts. Alors on peut dire oui, les écosystèmes naturels, ça sert de refuge à plein de ravageurs, comme ça on en aura moins. D'un autre côté, les écosystèmes naturels, ça sert aussi de refuge à énormément d'auxiliaires. Donc là aussi, si on déforeste, on en aura moins aussi. Et c'est un peu dommage. Donc là, le rôle de la biodiversité, en général, par rapport au contrôle des maladies et des champignons, il commence à être connu, il commence à être admis de tous. Alors, je ne sais pas si la forêt a donc été pour Stéphanie Maca une Oui. approche de sa question. TIC, que faire? Alors les tiques, elles sont pas dans mon champ de compétences parce qu'elles Non. n'attaquent pas les végétaux. Donc là, je peux pas répondre, mais je pense qu'il y a énormément de, peut-être trop. C'est un peu comme nous, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup d'acteurs, mais c'est un peu parallèle. L'éthique, c'est des choses qui émergent depuis pas très longtemps. Donc, est-ce que c'est changement climatique? Est-ce que c'est changement dans la biodiversité? Ça doit être les deux. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore connues. Donc il y a aussi beaucoup de croyances, Franck d'accusations. Rousier nous dit, Oui. je ne connais pas le petit scarabée japonais, pourriez-vous développer? Qui Alors, est-il? Que fait-il? alors le petit scarabée japonais, c'est un scarabée japonais, c'est vraiment son nom, c'est parce qu'il est originaire d'Asie du Sud-Est. Hein. Donc il s'appelle Popilia japonica, c'est très mignon comme nom. Et en fait, c'est un vorace. C'est un polyphage, donc il a été introduit en Europe, il a fait des ravages dans le Tessin en Suisse, il a fait des ravages dans le Tessin en Lombardie, en Italie, et il est vraiment soumis à une surveillance accrue parce que ça serait
partout où il passe, bon, c'est pas un criquet, hein. C'est une catastrophe. En plus, il est là, mon illustration, il est tout mignon, hein. Il est joli, puis les scarabées, en général, on pense plutôt les coléoptères, les carabes, c'est plutôt nos amis pour la biodiversité. Donc, celui-là, mais je pense que c'est un des ravageurs potentiels qui est le plus surveillé par les dégâts qu'il est capable de faire. Chantal Guiraud nous demande, faut-il des certificats phytosanitaires pour importer des graines en Union européenne au niveau des amateurs en provenance des pays? Oui, alors effectivement, votre conclusion, je crois qu'il faut revenir dessus parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, effectivement. Oui, on ne fait pas. Je suis pas spécialiste de la réglementation, moi c'est pas mon domaine justement. Mais oui, on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça peut paraître très bureaucratique, voire une façon de faire des barrières commerciales. Quand même, les graines posent problème. Et pendant longtemps, même dans le milieu de la sélection, il y a longtemps, hein, il y a 50 ans, c'était pas très attentionné, donc il y a beaucoup d'introductions qui ont été faites, donc on l'a vu avec l'exemple du bananier, même si c'est pas des graines, avec la meilleure bonne volonté du monde, on veut créer des ressources génétiques, donc on importe du matériel végétal, on ne surveille pas bien, le problème des graines c'est que c'est tout petit, on voit pas bien ce qu'il y a dessus, donc maintenant on a toutes les procédures de détection moléculaire qui aident. Donc normalement je pense, mais là il y a peut-être des personnes dans l'auditoire qui sont plus professionnels que moi par rapport au certificat d'importation de matériel végétal. Et j'ajouterais, la SNHF a fait toute une série de journées de conférences justement sur les plantes en voyage Oui, et il y avait pas mal de textes là-dessus. Donc d'accord. j'invite nos auditeurs à se reporter aux conférences Les plantes en voyage de l'année 2019. Merci. Alors je prends une autre question. Voilà, ils arrivent, hein, ils ont eu Oui, du mal à oui. démarrer. Faut-il adapter les cultures aux conséquences du changement climatique? Ah, ça c'est une bonne question qui Je sort un, pense qu'elle est très bonne celle-là. Voilà. elle sort un peu du séminaire, mais elle se pose. Oui. Effectivement, la réponse est différente selon les pays. Donc autant que je sache, donc je pense que j'espère que les forestiers de l'audience vont pas me taper dessus. Au Canada, ils sont vraiment en train de réfléchir à dire peut-être que dans 50 ans, notre forêt, ça sera plus la même. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme espèce? Après, ça va poser des problèmes phytosanitaires aussi. Parce qu'on dit au début, c'est pas grave, on va introduire des espèces qui n'étaient pas là avant, donc les parasites seront pas là, puis ça sera des petites surfaces. Et puis comme on va augmenter les surfaces, on va augmenter les échanges, donc quand les parasites vont finir à arriver, donc si je réponds pas tout à fait à la question, mais quand même si on pense à cette adaptation au changement climatique, il faut aussi réfléchir à l'adaptation de la protection phytosanitaire. Si on veut cultiver de la vigne en Angleterre ou en Suède, comme paraîtrait-il, certaines maisons de champagne l'envisagent déjà, à mon avis, ils réfléchissent déjà à dire est-ce qu'on aura du botrytis, est-ce qu'on aura du mildiou, qu'est-ce qu'on fera? Baptiste Pierre nous demande, pourriez-vous nous éclairer sur les solutions légales et sanitairement acceptables pour importer des plantes de collection? La majorité des échanges entre collectionneurs deviennent compliqués. Oui, on revient toujours dans nos Ouais, échanges, on revient dans le toujours voyage. à la question. Donc là, c'est pas non plus, mais aussi, oui, il faut faire très attention. Alors oui, c'est de plus en plus compliqué, mais parce qu'il y a cet aspect quand même que les ravageurs, champignons, je pense que je vous en ai convaincu, ils sont de plus en plus nombreux. Et on a cette multiplication des échanges, et par le passé, les collectionneurs ont un peu fait des catastrophes. Les introductions justement des parasites de la vigne au XIXe siècle, il y a beaucoup de suspicions que c'est des botanistes amateurs. Ils étaient tellement contents d'avoir des vignes américaines dans leur jardin qu'ils ont ramené des vignes américaines sans trop de précautions et ils auraient introduit de cette façon peut-être le mildiou, voire le phylloxéra. Donc là, oui, je sais que c'est comme ce qu'on vit en ce moment. Les gestes barrières, ça nous complique énormément la vie, mais l'efficacité maintenant n'est plus à démontrer. Jean Pinon vous Oh, demande, a-t-on démontré des transports intercontinentaux de sport sur des avions? alors, bonjour Jean, si c'est le Jean Pinon que j'ai connu à l'INRA, je pense que Voilà, il a peut-être fait exprès. oui, oui, je pense que merci beaucoup pour la question. À ma connaissance, il y a pas il y a pas de référence, mais il y en a peut-être que je ne connais pas. Ça a été fait sur des voitures, alors pas pour des champignons, mais les ballasts dans les bateaux. Vous savez, une cargaison, quand le bateau est vide, on met de l'eau à la place de la cargaison, on la prend dans le port, donc là, on transporte le choléra, on transporte plein de choses pas très sympathiques. Dans les avions, je sais pas, à part les voyageurs, et même les voyageurs, je pense pas il y a beaucoup de suspicions.
on est vraiment pendant longtemps sur ces questions de transport intercontinentaux, on était dans la suspicion, dans la croyance, et c'est un peu le café du commerce épidémio. Hein. Donc, mais peut-être qu'il y a des choses. Hein. Colette Roux, on m'a toujours recommandé de ne pas replanter des pommes de terre de ma production, dont je suis satisfaite, mais plutôt d'acheter chaque année des plants certifiés. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il y a... Je laisse répondre Yvan. Vous n'êtes pas une grande compagnie qui exporte des pommes de terre, c'est pour votre production personnelle, j'imagine. Donc là, bon. Après, oui, pour les industries, là, la donne, comme l'a dit Michel Javot au début, c'est complètement différent selon que vous êtes privé ou jardinier amateur ou agriculteur. Pour les grandes industries, la certification est indispensable, et notamment pour la production de pommes de terre de plant. Si vous produisez des plants qui sont virosés, vous vous retrouvez en quarantaine et votre industrie, elle tombe. Après, pour un jardinier amateur, attention. Alors, Olivier Bédard, je pense qu'il pense un peu à la pandémie en ce moment. Oui. Comment se prémunir? Cultivons notre jardin en fermant les frontières ou ouverture au grand vent pour multiplier les vaccinations? Oui, mais la question se pose. Déjà, on ne peut pas fermer les frontières contre le vent. Ça, vous ne pourrez pas l'empêcher. On ne peut pas mettre des pièges à sport. Voilà. Vous ne pouvez pas cerner votre jardin, sinon ça devient une serre. Et même dans votre serre, il y a toujours des choses qui pourront rentrer. Ça pose vraiment beaucoup de questions. Ne serait-ce que même par rapport à la biodiversité. Donc on nous dit qu'il faut introduire des espèces pour augmenter la biodiversité. Qu'est-ce qu'on introduit comme espèce? On introduit des bandes fleuries. Est-ce que les espèces, est-ce que les graines, elles sont produites en France? Est-ce qu'elles viennent d'ailleurs? Après, ça va se mélanger avec des questions plus politiques, de protectionnisme, voire pire. Ce que j'évoque aujourd'hui, ça ne concerne que les plantes et leurs ennemis, pas les hommes. Donc après, c'est des choix sociétaux, c'est des choix personnels, qui sont pas faciles à faire, comme un peu en ce moment. Franck Rousier, si l'introduction et la propagation des insectes et maladies est due aux échanges et climats, ne devrions-nous pas imposer dans un premier temps les désinfections obligatoires des outils de coupe et travail du sol, oui, les outils. Oui, ça bien sûr, c'est ce qu'on dit dans tous les cours de pathologie végétale, la prophylaxie, il faut tout désinfecter tout le temps. Après, il y a la pratique. Donc, un maraîcher qui a 7 serres avec 8 espèces différentes, on va lui dire qu'il faut qu'à chaque fois qu'il change de serre, il faut qu'il change de botte. On est exactement maintenant par rapport à ce qui avait été dit aussi au bashing, les agriculteurs qui suivent pas les normes, maintenant qu'on a à le faire nous-mêmes avec nos masques, avec nos lavages de mains, on se rend compte à quel point c'est compliqué. Évidemment, on devrait faire ça. Et je pense qu'il y a des règlements même qui disent qu'on doit. On doit désinfecter les outils. Toutes les personnes qui ont travaillé un jour dans un laboratoire savent à quel point c'est difficile, même en microbiologie, de tout le temps appliquer les bonnes pratiques. On a tous des moments où on ne fait pas attention et il suffit d'une fois. Yvette Daté vous demande, oui, il n'y a pas que les questions sanitaires, mais aussi celles liées au traité sur les ressources génétiques pour le transport des semences ou des boutures, etc. Je pense que c'est plus un commentaire qu'une question, Donc, parce qu'elle connaît beaucoup mieux le c'est un sujet que moi. commentaire et elle Merci. répondait. Oui. Elle répondait. Voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, alors là, Jacqueline Baye, le fait de diversifier ces cultures peut-il ralentir la propagation de certains insectes? Alors, je ne suis pas spécialiste des insectes, je pense que oui, après ça dépend s'ils sont spécialistes, pas spécialistes. Pour les maladies, oui, on a la démonstration maintenant, on ne peut plus nier ça. Après, la mise en pratique n'est pas toujours facile, mais a priori, j'ai envie de dire, oui, tout ce qui relève de la diversification, nos parasites, nos ravageurs, quand c'est diversifié, ils n'aiment pas, sauf que le petit scarabée là, qui nous nargue sur l'écran, lui, ça ne le dérange pas trop parce qu'il mange tout. Mais pour la plupart, oui, donc on va déjà réduire la pression, on va réduire la multiplication, on va réduire la dispersion, donc c'est ce que font les jardiniers déjà. Ce sont déjà des espaces très diversifiés. Voilà, ben je pense qu'on va rester là. Il y a quelques autres questions, mais dont les réponses seront apportées par les conférenciers, enfin, la dernière conférence de ce jour ou dans les semaines à venir. Donc, je pense qu'on va en rester là. Donc, merci Yvan. C'est moi qui vous remercie tous pour votre attention et vos questions. D'accord. Alors, maintenant, je vais passer la parole à notre troisième